Bonsoir. Je vais vous lire le début du livre Rock Sakai d'Emmanuel Janvrin. Le tampon. Jimmy se prit un coup de poing dans la figure et vacilla. À demi conscient, il esquiva le premier coup de talons hirondelle, mais pas le deuxième, qu'il envoya au tapis. Le gars empoigna sa tignasse à la Hendrix et lui cracha au visage. « Baiser, impérialiste !» Il lâcha la tête de Jimmy qui rebondit sur le bitume. « Imbécile, crétin !» Jimmy n'aurait jamais dû participer à une discussion politique. Mais là, dans la cour du lycée, un grand dégingandé avait traité les réunionnais rapatriés de Madagascar de colonialistes, de capitalistes et de larbins oreilles. Le sang de Jimmy ne fit qu'un tour. Il rougit bêtement, il réagit bêtement, instinctivement, comme un supporter. Il répondit « Espèce salaud !» et paf ! Le gris, qui était dans le coin, intervint et calma le jeu. « Bataille pas !» Le grand lâcha prise en maugréant et disparut avec ses copains communistes. Jimmy remercia le gris d'avoir pris sa défense. Un type bien ce le gris, un gars à grosses lunettes et à tignasse fournie comme lui, mais rousse, un gardien volcan, qui au lycée fredonnait du Georges Brassens et prenait la défense des faibles et des démunis. Jimmy passait pour un solitaire, un garçon étrange qui n'avait pas d'amis. On le disait fan de Led Zeppelin, écolo et pacifiste. Jimmy se réfugia dans les toilettes où il réajusta sa touffe de cheveux, une super boule frisée de 15 cm de rayon, reboutonna sa chemise psychédélique, cintrée, col Mao, épousseta son jean pas de def et ses Clarks. Il saisit son sac plein de bouquins utiles, anglais, français, histoire géo, et inutiles, latin, maths, physique, puis sortit discrètement. Les cours avaient repris. Pas question de rester au lycée. Il s'était pris une raclée, une baise, comme on dit, et ne reviendrait plus. Il en avait ras-le-bol des élèves et des profs. Il était dégoûté par les études. Il voulait devenir musicien, poète, rockstar. Tout se bousculait dans sa tête. Jimmy dépassa le 1% artistique, un bloc de béton laid et sale qui trônait à l'entrée, et profitant que le pion regardait ailleurs, prit la poudre d'escampette. Cent mètres plus loin, il s'assit sur un rebord en maçonnerie, alluma un mégot de Gladstone et mima un solo de Rory Gallagher, ses doigts de la main gauche virevoltant dans les airs et ceux de la main droite tripatouillant sa ceinture avec un médiator. Le médiator, minuscule triangle de plastique, était le seul instrument qu'il pouvait travailler pendant les cours. Il jouait également de la guimbarde et tapait sur des woodblocks pendant la pause. Au bout de 20 minutes, il eut les doigts engourdis, se leva et descendit les rues défoncées du tampon. Direction Musique 2000, un magasin chinois bourré de guitares Fender, de percus, d'orgues Hammond et de sonos hors de prix. Les jeunes y passaient des heures à palabrer sur les qualités respectives des instruments. Interdiction d'y toucher. Le chinois veillait. Parfois, un adulte, un musicien de bal entrait et obtenait le privilège de tester. On s'agglutinait autour. Le gars étalait sa science sur un clavier ou une caisse claire. Ou alors, il tripotait les boutons d'une gratte, actionnait le vibrato, faisait grincer la distorsion et couinait la wah-wah. Les revues Rock and Folk et Guitar Magazine passaient de main en main, mais Jimmy ne se mêlait pas aux discussions.
Dommage, car il était bon guitariste, mais trop jeune, trop nouveau, trop timide pour proposer ses services aux Superjets, Lords, Soul Motors, Pop Décadence ou aux Caméléons, les gloires du moment. Trop solitaire aussi. On le prenait pour un garçon hautain, orgueilleux. Avec son accent du dehors, on l'évitait. Et puis, il était noir. Et le tampon, au sud de l'île, était une ville de blanc. À 17h, Jimmy monta dans le car de la plaine et se fraya un chemin à l'arrière. Les lycéennes, toutes jolies mais mal fagotées, lançaient des regards langoureux et se frottaient à lui. Jimmy, caché derrière des lunettes rondes, fumées, rouges, les snobait. Il était beau garçon, grand et mince, avec un visage de fille. Il se parfumait et maquillait ses yeux avec du kohl. Il entretenait une aura de marginal et d'étranger. On lui pardonnait, car on plaignait ces colons revenus de la Sakaï, cette région du Moyen-Ouest de Madagascar, auquel la France avait donné, en réalité, loué des terres. La grande île était devenue indépendante, et les Réunionnais étaient rentrés les uns après les autres, une main devant, une main derrière, ruinés, spoliés. Jimmy n'était pas seulement timide, il était terriblement sentimental. Une fille possédait son cœur, Janice, son grand amour de Madagascar. Au 27e, il avait encore un bout à faire, à pied, jusqu'à une case en bois sous tôle, exiguë, isolée, humide, prêtée par un tonton, du provisoire qui durait. Ses sœurs avaient pour petits noms Minette et Nénette, étaient des jumelles pré-ados, des chippies. Elles étaient tombées de haut en arrivant à La Réunion. Hier, princesse, elles devaient désormais participer aux tâches ménagères. Honte et désespoir. Alors, elles s'enfermaient dans la chambre qu'elles partageaient avec Jimmy et dévoraient Mademoiselle Âge Tendre, Podium, OK Magazine. La mère, Rita, sosie de Greta Garbo, se gavait de chips et de massepain, se saoulait de Marie Brizard et procrastinait dans son lit. Elle pleurnichait, ruminait sa mauvaise fortune et celle de son mari, Faldoni le veneur, parti vadrouiller avec ses frères et des copains du quartier, des fainéants, des bons à rien, des assistés. Il rentrerait ivre-mort ou ne rentrerait pas, ayant passé la nuit dans les bras d'une 20 francs, une prostituée ramassée dans un dancing. À la maison, fini le sexe, Tintin depuis le retour à La Réunion. Loser, y a la cloche, blanc le tas. Ah, si elle avait cédé dans la grande île aux avances de l'agronome, du médecin militaire et du chef de zone, elle n'en serait pas là. Ce dernier l'avait invitée à danser au cercle, au bal du samedi soir. Elle s'était indécemment collée à lui, il l'avait plottée. Faldoni avait bondi, l'incident avait tourné à la bagarre générale et l'ingénieur avait été muté dans le nord, à Diego Suarez. Rita aurait dû faire ses valises et le rejoindre là-bas. Elle aurait emmené avec elle le petit Francis, vrai prénom de Jimmy, et abandonné les deux pestes à son mari et à cette souillon de Mariana, sa maîtresse malgache. Francis, son petit cafre, son petit gâté, qu'elle devait sans cesse protéger de Faldoni. La bâtardise du garçon était un secret de Polichinelle. Bon sang, les deux parents étaient blancs comme neige. Rita, une mariée trop jeune, une beauté cachée, des amertumes, des non-dits, des regrets.
C'était un rituel. Au retour du lycée, sa mère l'attendait. « Viens là, Francis !» criait-elle depuis sa chambre. Elle s'exprimait en français pour qu'il devienne un homme bien, un métropolitain, un monsieur oreilles, comme on dit. Jimmy devait décrire sa journée et expliquer ses cours. En bonne analphabète, Rita estimait les études et était fascinée par les diplômes. Ce jour-là, elle lâcha tout excitée. « Oti, les boyers sont rentrés !» Le visage de Jimmy s'empourpra. Elle poursuivit. « Polex, le papa, s'est suicidé. On l'a retrouvé pendu au manguier de la cour. » Jimmy, dont la mère épiait les réactions, bafouilla. Et Janice, elle est rentrée. Tu veux dire Henriette? Pour moi, c'est Janice. Non, Henriette a disparu. Personne ne sait où elle est. Elle le prit dans ses bras. Elle est restée là-bas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. C'était une mauvaise fille, une coureuse, pas une fille pour toi. Jimmy repoussa brutalement sa mère. Les pavrés, les menteurs. Il se leva, claqua la porte et courut se réfugier dans la chambre des jumelles. Ongles faits, maquillées comme des poupées, les gamines lisaient leurs romans à l'eau de rose et, allongées sur le ventre, écoutaient en boucle des cassettes de Claude François et de Jean-Luc Lahaye. Elles ne prêtèrent pas attention à leur grand frère adossé à la porte, prostré, abattu. Le père Boyer, un riche, un fermier qui avait réussi, une fierté de la colonie, s'était pendu. Comment? Pourquoi? Et Janice? Janice l'indomptable, Janice la rebelle, où était-elle aujourd'hui? Les bruits les plus alarmants, viols, agressions, enlèvements, circulaient sur les colons restés à Madagascar. Janice, la belle Janice, son amour pour toujours était en danger. Elle allait mourir, noyée dans une rizière, dévorée par les caïmans, droguée, otage des Dahalo, ces bandits malgaches. Par-delà la mer, Janice appelait au secours. Jimmy se leva aux aurores. Il avait mal dormi. Il avait mal au dos, mal au crâne. Il réfléchissait. Sans argent, comment retourner à Madagascar? Il se tut pendant le petit déjeuner. Sa mère, en robe de chambre matelassée rose, les cheveux en désordre, connaissait son marmaille et le scrutait avec inquiétude. Faldoni ronflait dans un coin, il fallait l'enjamber. Les filles s'emparèrent de leur cartable et sortirent attendre Jimmy, lequel les rejoignit discrètement par l'arrière, la guitare à la main. En chemin, les jumelles ne manquèrent pas de l'interroger. « Depuis quand il y a des cours de guitare au lycée, Franfran ?»« Pas Franfran, idiote, Jimmy, comme Jimi Hendrix. » Tu vas pas au lycée, Hendrix, tu fais l'école buissonnière. Tu vas attraper les oiseaux avec la colle. Bouclez là les barbiers, aujourd'hui c'est repos. Le grand frère a besoin de réfléchir. T'as un problème, Franfran? Plutôt, oui. Un problème de cœur? Possible. Parce qu'Henriette est morte? Jimmy se fâcha. Il tira les jumelles par les couettes et les balança dans le fossé. « Lâchez-moi les baskets, ok ?» Il partit en courant. Avant d'arriver au bourg, il bifurqua pour emprunter un sentier jusqu'à un bosquet au milieu des genêts et des goyaviers où il aimait s'asseoir et méditer. Il sortit sa guitare, une ibanaise bas de gamme, constamment désaccordée, avec des barrettes qui se décollaient et des cordes qui s'éloignaient du manche. Il commença à jouer
plaquant de tristes accords et égrenant des notes isolées, suraiguës, s'arrêtant par instants pour écrire des rimes sur un carnet de Moleskine. Rien de bon, oui. Sa vie était ratée. Ici, personne ne l'aimait. Son seul rayon de soleil, son seul éblouissement était Janice. Le ciel nuageux d'une blancheur aveuglante le déprimait. On était à 1500 mètres d'altitude. Dans un instant, le brouillard allait envahir les hauts et égarer les promeneurs. Le cœur de Jimmy s'emplissait de révolte. Janice et Jimmy s'étaient connus à Madagascar, au collège de Babetteville, le chef-lieu de la Sacaille, lui, pensionnaire chez les frères, elle, hébergée chez les sœurs trinitaires. Janice, de son vrai nom Henriette, était une créole rousse, grande, bavarde et délurée, une séductrice. Une fille de Boyer-Polex, un agriculteur cossu d'Imeuil. Lui, Jimmy, était de Girard IV. Ces deux zones étaient trop éloignées du chef-lieu pour que les enfants soient externes, ni même demi-pensionnaires. Jimmy s'était laissé pousser les cheveux et s'habillait américain. Henriette portait des robes longues à fleurs, des sandales, des colliers et s'aspergeait de patchouli. Avec 3 autres camarades du collège, ils formaient le groupe des hippies. Leur comportement asociaux, leur opposition aux professeurs, aux croulants et à l'autorité en général, sans parler des soupçons de drogue, scandalisaient les bien-pensants. Les ados faisaient le mur, buvaient du rhum de contrebande, le toukagache. Ils fumaient du cannabis local, le tchahamal, et chantaient autour d'un feu de camp. Henriette, très en avance sur son âge, n'avait pas froid aux yeux et pratiquait l'amour libre, comme les Suédoises. Elle disparaissait et rentrait ébouriffée, rosie, les sens en ébullition. On disait même qu'elle couchait avec le curé, un Argentin qui circulait de poste en poste sur un âne et disait des messes en plein air dans la brousse. Elle avait une voix rauque, un léger bégaiement, un regard de braise et riait aux éclats. Elle subjuguait le petit cercle des hippies. Le plus transi de tous était Jimmy, depuis qu'il l'avait tenu dans ses bras au club théâtre dans Roméo et Juliette. Henriette, qui connaissait son pouvoir sur les hommes, en usait cruellement. Jimmy alternait colère froide et espoir fou. Un jour, cependant, il lui écrivit un poème et lui donna rendez-vous à l'église Saint-Joseph des Travailleurs, un endroit tranquille et désert en semaine, pour parler avec elle. Contre toute attente, elle vint. Ils s'installèrent côté cour, devant la statue du saint. Au bout d'un moment, Jimmy n'arrivant pas à s'exprimer, Henriette lui prit la main, la caressa, puis, enhardie, embrassa le garçon sur la bouche. Instant miraculeux, voluptueux, extraordinaire. Il la pressa contre sa poitrine, s'enivra de son parfum et nagea en plein bonheur. En gage d'union, Jimmy proposa de changer de nom. Francis devint Jimmy comme Jimi Hendrix et Henriette Janice comme Janis Joplin. Alors voilà pour le premier extrait. Bien. La fin de ce chapitre raconte comment Jimmy a l'idée de se faire passer pour un jeune en échec scolaire, candidat à l'émigration en métropole, pour pouvoir rejoindre Janice.
Le centre de préformation du Bumidum se trouve à la Sakaï, parce qu'en dépit de l'indépendance, les autorités veulent maintenir une présence française à Madagascar. Jimmy subtilise son passeport, présente une fausse autorisation parentale et rejoint un groupe de stagiaires en partance. Il embarque à l'aéroport de Gilo avec quelques affaires, sa guitare et son carnet de Moleskine. Chapitre 2. Sakaï. Trois heures plus tard, Madagascar, Ivato. Pour les Bumidum, pas de formalité. Ils montèrent dans un autocar garé sur le tarmac et hop, direction Tananarive. Premier contact avec la grande île. Embouteillage, concert de klaxons, véhicules rafistolés, foule misérable, vendeurs à la sauvette et commerce sur les trottoirs. Dans ce capharnaüm, les habitants parlaient une langue aux sonorités harmonieuses et paraissaient heureux. La monnaie se comptait en francs malgaches, FMG, sous forme de piécettes légères et de billets délavés. Au carrefour, les fenêtres du bus étaient prises d'assaut. Cigarettes, Vaasa, bonbons, vanille, coca, lunettes, carte postale, valis en bambou, tampons, broderies, pierres précieuses. Descendant des collines, une odeur de chat mouillé et de fumée de charbon de bois. Dans les fossés, de l'eau croupissante, noire, chargée de bouteilles et de sacs en plastique. Les stagiaires étaient abasourdis. Ils croyaient s'envoler pour la civilisation, la France, une vie meilleure. Et voilà qu'ils se retrouvaient chez leurs voisins, un des pays les plus pauvres de la planète. Certains commencèrent à paniquer et à croire qu'on les avait piégés. Les moniteurs détendirent l'atmosphère en distribuant de gros sandwichs locaux au beurre, jambon, fromage. Et du vrai beurre, hein. Pas du sovaco au sein doux, du jambon épais et rose et du fromage au goût piquant. Au sortir de la capitale, la RN1, bien asphaltée, dégagée, offrit un paysage bucolique. Des rizières à perte de vue et des éperons rocheux où nichaient les villages. Une inquiétude cependant. Les voyageurs croisaient des convois militaires et le voyage d'environ 3 heures fut interrompu 22 fois des checkpoints par des paras, des gendarmes, des miliciens, des douaniers. Les garçons qui s'y connaissaient notèrent que les uniformes étaient dépareillés et les armes en mauvais état. À l'étonnement de son compagnon de route, Jimmy gardait un calme olympien. C'est seulement après la localité d'Anavalor que le visage de Jimmy s'illumina. Aux forêts, rizières, pyramides de briques, zébus en pâturage, succédèrent les collines cultivées brunes, aplanies de la Sakaï, terrassées et entrecoupées de bas-fonds verdoyants. Les fermes, maisonnettes toutes semblables et juchées sur les sommets, étaient entourées de jardins et de bosquets. Mais on distinguait aussi des exploitations abandonnées, calcinées, d'autres occupées par des squatteurs, avec des mères de famille affairées, en fichus et chapeaux de paille, entourées d'enfants ébouriffés, maigres et demi-nus. Au franchissement de la rivière, Jimmy se sentit vraiment chez lui. La Sakaï, cette vitrine du colonialisme français, cette terre prise aux Malgaches pour y installer une coopérative d'agriculteurs réunionnais, avait rétréci comme peau de chagrin.
L'administration tentait bien de retenir les candidats au départ, mais les paillettes, les Warreaux, les cadets, les potins, les Dijoux, ces petits blancs implantés par vagues successives depuis 1952, ne voulaient plus rester. Les manifestations étudiantes de 1972 avaient porté au pouvoir des militaires qui demandaient ouvertement le départ des colons. À l'entrée du bourg, Jimmy constata combien la situation avait empiré. Les panneaux indiquaient désormais « En cas d'inondre ». Il y avait un gros attroupement, un barrage de police, des regards hostiles et soupçonneux. L'annonce gouvernementale avait attiré une foule de chômeurs et de sans-terre qui campaient dans des abris de fortune en attendant la suite. Les murs étaient couverts de slogans nationalistes et des leaders descendus de la capitale pour tenir des meetings. Des haut-parleurs clamaient « La terre aux Malgaches, colonialistes, caïmans, réunionnais, rentrez chez vous !» Dans cette atmosphère de fin du monde, les colons vaquaient à leurs occupations. Les locaux du Bumidum, de la SPAS, Société professionnelle et agricole de la Sakaï, de l'hôpital et des établissements scolaires étaient propres et sécurisés. Les bâtiments, qui ressemblaient à ceux de la Réunion, étaient entretenus. Les ordures étaient ramassées et brûlées. Les rues de latérite rouge étaient régulièrement balayées. Jimmy reconnut son collège, l'internat, le clocher de l'église Saint-Joseph, le monument de l'indépendance et le grand mât avec le drapeau français jumelé au drapeau malgache.